Depuis toujours, les astrologues fascinent, autant qu'ils dérangent. Est-ce que dévoiler le destin peut devenir dangereux? L'astrologie et le pouvoir sont-ils compatibles? Dans cet épisode, je t'amène à nouveau dans l'Empire romain pour y chercher des réponses. Je suis Andromeda, je suis astrologue professionnel et je t'invite à découvrir l'astrologie avec moi. Quand Cicéron avait écrit son traité de la divination, que nous avions déjà évoqué avec toi, je pense qu'il était loin d'imaginer les proportions importantes que l'astrologie allait prendre sous l'Empire romain. Aujourd'hui, c'est attesté que la vie de nombreux empereurs, elle avait été marquée par le recours à l'astrologie, à tel point que les historiens impériaux, ils utilisent très souvent des anecdotes astrologiques pour éclairer la personnalité d'un tel ou tel prince. Nous avons vu avec toi dans l'épisode précédent que l'astrologie avait permis, ou du moins grandement contribué à l'ascension d'Auguste au pouvoir. Mais dès sa mort, l'astrologie est devenue une source d'angoisse terrible, en fait, pour ses successeurs de le perdre, ce pouvoir. Certains empereurs, ils éprouvent du respect envers l'astrologie, la considération, parfois même la fascination, et puis il y a certains même qui sont allés jusqu'à l'obsession. Mais la plupart du temps, le plus souvent, le sentiment qu'on retrouve comme un fil rouge, c'est quand même la crainte, c'est la peur de ce que l'astrologie pouvait révéler. Les empereurs romains, ils nous ont offert des illustrations, on va dire, hautes en couleur, pour rester soft en expression, mais ces illustrations, ils nous permettront à la fin de cet épisode de soulever une question très importante par rapport à la pratique de l'astrologie, c'est le rapport de l'astrologie au pouvoir. C'est une question d'ordre éthique, voire philosophique, qui est importante à mes yeux d'aborder. Mais commençons par le début. Annie Vigour, qui est maître de conférences à la Sorbonne, elle a fait l'état de très nombreuses sources historiques qui mentionnent l'astrologie. Donc elle a vu vraiment par époque combien de sources attestent des rapports entre les princes et l'astrologie. Et en fait, ces sources sont nombreuses. Justement, ne restons pas sur des paroles en l'air et citons quelques exemples. Le tandem de l'empereur Tibère et de l'astrologue Thrasyllus, d'ailleurs un tandem fort intéressant sur lequel peut-être on va revenir dans un des prochains épisodes, ce tandem il est vraiment bien connu, bien étudié par les historiens. Ainsi que l'implication de l'astrologue Balbillus dans la vie cette fois-ci de l'empereur Néron et aussi de sa mère Agrippine, grave récidiviste de recours à l'astrologie, il faut le dire. Dans l'entourage de Caligula, on note la présence de l'astrologue Sylla. Celle de l'astrologue Thrasybule se reporte à la figure de Sévère Alexandre. On atteste aussi des relations orageuses de Vitellius avec des astrologues et bien sûr certains astrologues, en tout cas ceux qui connaissent un peu l'histoire, ils se souviennent aussi de l'histoire assez tragique de l'astrologue Asclétarius face à Domitien. Et même là, il ne s'agit pas du tout d'une liste exhaustive. Je pense que ça donne déjà une idée concrète de l'ampleur du phénomène qui est très souvent ignoré par le public, on va dire. Mais à quoi ça servait de faire appel à l'astrologie pour les empereurs romains? En partie, c'est ce qu'on a déjà vu dans l'épisode précédent, ça servait surtout aux empereurs de faire état de leurs vertus, de leur qualité, de leur personnalité. C'était pour ainsi dire dessiner en fait un portrait meilleur, glorieux même pour légitimer justement leur pouvoir. Ça c'est un peu la touche d'Auguste qui permettait donc de vanter en fait les capacités d'un tel ou tel prince de mener Rome et de faire du bien à Rome. Et puis quand même n'oublions pas que l'astrologie ça restait une forme de divination à ce moment-là, bien que non officielle. Mais ça voulait quand même dire que par le moyen des astres, les dieux pouvaient soutenir ou en tout cas indiquer le meilleur prétendant au pouvoir. Mais il y avait autre chose. Il y avait autre chose qui va peut-être t'étonner, parce que moi personnellement ça m'a étonné, je n'étais pas du tout au courant. Mais en fait certains empereurs, ils se forment à l'astrologie. Et non seulement ils se forment, mais ils excellent même en cet art. C'était le cas par exemple de Tibère. On disait même que Tibère il était meilleur astrologue que son propre astrologue, Thrasyllus donc. Puis on atteste aussi des connaissances très poussées de l'astrologie d'Adrien et aussi de Septime Sévère.
Et ça, figure-toi, ces connaissances de l'astrologie, ils comptaient parmi les atouts des empereurs. C'était un signe de leur puissance intellectuelle. Et oui, ce qu'on ignore souvent aujourd'hui, c'est que l'astrologie est une discipline avant tout intellectuelle. Puis ça attestait aussi leur connaissance scientifique, indissociable à l'époque de la pratique de l'astrologie. Ça parlait de leur force personnelle, en somme susceptible justement d'être utilisée pour le bien de l'Empire. Mais en réalité, pourquoi les empereurs s'intéressaient à l'astrologie à ce point ? Parce qu'en fait, cette connaissance-là, et c'est là où peut-être la raison est les plus impactante, cette connaissance leur permettrait de déjouer de nombreuses conspirations et aussi des complots. En utilisant l'astrologie, certains empereurs, ils testaient leurs proches, ils testaient leur entourage et il faut le dire, très souvent, ils en éliminaient certaines personnes pour justement se sentir plus en sécurité. À la différence de la divination officielle à Rome, comme on l'a vu avec toi, c'était des augures, c'était des aruspices et on s'en souvient, c'était des pratiques encadrées et donc institutionnalisées et donc contrôlées. Et à la différence de ces pratiques-là, aucun processus n'a jamais légalisé une consultation de l'astrologie. Il n'y avait aucun cadre qui avait été prévu à la pratique de ces disciplines, mais d'ailleurs, tout comme aujourd'hui. Toujours pas. Et très vite, cette situation, elle avait posé des sérieux problèmes. Déjà, ça avait posé des problèmes aux empereurs eux-mêmes, très soucieux de se maintenir au pouvoir et de maintenir leurs données astrologiques secrètes. Mais ça avait posé aussi des problèmes, à mon avis, bien plus graves aux astrologues eux-mêmes qui se sont retrouvés d'un coup à la merci des décisions politiques des hommes, il faut le dire, très souvent tyranniques et imprévisibles. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il s'agissait quand même d'une pratique privée. Donc les données astrologiques, elles ne pouvaient être révélées qu'exceptionnellement et très souvent que partiellement par les intéressés d'ailleurs eux-mêmes, et on le devine très souvent dans l'intérêt aussi de ces intéressés. Et en effet, les historiens y relèvent l'absence d'indications précises astrologiques chez les biographes de l'Antiquité. Je pense que ce constat pourrait traduire le souci justement de préserver le secret de la consultation et aussi le secret des données, comme on dira aujourd'hui, sensibles. Les biographes, ils partagent très souvent plutôt des allusions d'ordre général. Ils se servent de l'astrologie pour dramatiser le récit, pour ajouter de la poésie, pour impacter davantage le lecteur. Et donc, ils font des références en fait juste à l'astrologie sans donner des précisions concrètes. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse au sujet de ce secret de la consultation qui, à mes yeux, fait partie du code non écrit éthique d'un astrologue professionnel aujourd'hui encore. Je pense que la consultation de l'astrologie elle devrait être comparable à celle de médecins. Aucune donnée ne doit être révélée sans le consentement préalable de l'intéressé. Et puisque l'astrologie reste aujourd'hui très marginale, très peu connue, je pense que l'astrologue aussi il se doit d'informer son client des conséquences possibles de divulgation de ces données astrologiques. Aujourd'hui, beaucoup de personnes s'amusent avec l'astrologie et négligent donc très souvent ce code éthique. J'ai vu des analyses des thèmes en streaming sur Instagram avec des milliers de personnes connectées. Non, c'est sûr qu'il y avait un consentement, je pense, de la personne intéressée, mais est-ce que cette personne elle était au courant de toutes les conséquences que cette divulgation peut avoir ? Voilà, donc je ferme cette parenthèse parce que je pense qu'il est intéressant, il est important que chaque astrologue se responsabilise par rapport à sa pratique, parce que si nous on ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. Donc revenons à la Rome antique où les codes et les règles n'existent donc pas. Et quand bien même ils avaient existé, je pense que ceux qui se retrouvent au pouvoir s'en fichent un petit peu comme ceux qui souhaitent accéder au pouvoir. Et c'est pas pour rien qu'on dit arriver au pouvoir par tout moyen. Donc à la cour impériale, les rumeurs elles courent, évidemment, comme à chaque cour. Certains savaient ce qu'avaient dit les astres, ou pensaient le savoir, ou avaient l'intérêt à sembler le savoir, comme le pose joliment Annie Vigour. Très vite, toute connaissance astrologique, ne serait-ce que partielle, relative à l'empereur, représente une menace pour les empereurs, qui pour la plupart vivaient, comme on avait dit plus tôt, dans cette peur de complot et de conspiration. Et toute recherche de données astrologiques fait naître un soupçon, mais en réalité,
ce soupçon il se transforme très vite en une accusation pour crime de lèse-majesté. C'est précisément dans ce contexte politique que les références à l'astrologie deviennent abondantes dans les sources historiques romaines. Les empereurs, ils se trouvent, on va dire, un peu piégés, en réalité, piégés entre le besoin de se démarquer par un destin à perspective glorieuse, donc légitimer leur pouvoir, par le besoin aussi d'anticiper des complots, mais aussi par l'angoisse de la découverte de leurs données qui pouvaient être exploitées contre eux. C'était une forme de névrose astrologique impériale, je pense diagnostic de l'époque. Et donc la peur de l'assassinat, elle est quand même vive, parce que perdre le pouvoir, c'est une chose, mais perdre sa vie, ça c'est une autre chose, ça c'est une peur viscérale, qui fait naître chez de nombreux empereurs une réaction radicale. Plusieurs épisodes de l'exécution d'astrologues nous sont rapportés. Et puis pas que d'astrologues, il y avait aussi beaucoup de nobles à qui on reprochait le crime justement de lèse-majesté, le crime de s'informer sur le sort de l'empereur, eux aussi ils avaient été souvent exécutés. Dans des contextes de l'instabilité politique, comme c'était le cas pour Claude, comme c'était le cas aussi pour Néron, l'autocratie impériale, elle va pratiquer ce qu'on peut appeler aujourd'hui une véritable répression d'astrologues. Mais ce qui est important de mentionner, c'est qu'absolument toutes les interdictions de pratique de l'astrologie, toutes les expulsions d'astrologues de Rome, dites de l'Italie, ils étaient toutes motivées par la menace au pouvoir en place, et pas du tout par un souci de protéger la population romaine de soi-disant charlatanisme ou de l'abus de confiance, comme nous avons tendance très souvent aujourd'hui à nous l'imaginer. Pour les empereurs romains, et ça je pense que c'est important de le savoir, il ne s'agissait pas du tout de protéger des citoyens de Rome, mais avant tout de se protéger soi-même pour se maintenir au pouvoir. À la fin du 1er siècle de notre ère se met en place un véritable dispositif légal de poursuite judiciaire pour justement avoir cherché à connaître quoi que ce soit au sujet de l'empereur ou ses proches, par le biais de l'astrologie bien sûr. Tout soupçon y donne lieu, comme on a vu presque toujours, à une condamnation pour crime de lèse-majesté et qui est suivie malheureusement par une exécution. Les exemples de ces procès politiques, ils sont nombreux, mais je te propose peut-être d'en voir quelques-uns pour ainsi dire nourrir nos images pour les rendre un petit peu plus concrètes. On cite le procès de Lollia Paulina, j'espère que je prononce correctement, qui a eu lieu en l'année 42 après Jésus-Christ. Lollia, c'était une rivale d'Agrippine la Jeune, qui, à l'époque, est donc épouse de Claude, l'empereur au pouvoir. Lollia, elle avait été accusée d'avoir consulté les Chaldéens, on se souvient que c'est ainsi qu'on appelait les astrologues à l'époque, très souvent, des mages, et interrogé la statue d'Apollon de Claros sur le mariage de l'empereur, pour en connaître la durée potentielle. Agrippine, il voit une menace, et l'accusation de l'astrologie devient le grief principal. C'est ça ce qui est intéressant, c'est pas juste un grief parmi d'autres et qu'on appuie quelque chose de plus important par l'astrologie, non, tout part de l'accusation de la consultation d'astrologue. Et ce reproche, en fait, cette accusation, elle aboutit à une interprétation politique précise, proche de la conspiration, et amène à l'exécution de Lollia. Suite à cette exécution, suite à ce procès, une nouvelle expulsion d'astrologues de l'Italie a lieu, toujours sous le règne de Claude. Nous avons un autre exemple, on peut lire par exemple chez Cassius Dion, qui était l'historien de l'Antiquité, que lors de la première année de son règne, empereur Vespasien bannit aussi de Rome les astrologues, alors que lui-même fréquentait tous les meilleurs d'entre eux. Ça d'ailleurs, c'était une configuration très fréquente pour les empereurs qui s'entourent des bons astrologues, tout en interdisant tous les autres. Parce qu'en fait, eux, ils connaissent tous les bienfaits de l'astrologie et tout ce que ça peut leur apporter, mais cette peur que quelqu'un d'autre peut utiliser ces données contre eux, les amène à les interdire. Domitien, lui aussi, dans les années 90, il chasse des astrologues à 2 reprises. Et ces 2 dates, en fait, elles correspondent à 2 crises de son règne, une usurpation et la crainte d'un complot. D'ailleurs, peut-être faisons aussi une petite parenthèse, à l'époque, on appelait indifféremment ou presque indifféremment astrologues, chaldéens, mathématiciens, mages et parfois même philosophes. Donc, c'est toutes ces catégories qu'on trouvait dans des décisions d'expulsion ou d'interdiction.
Philosophes, peut-être parce que certains philosophes s'intéressaient et pratiquaient l'astrologie, ou peut-être parce que certains astrologues, ils étaient par ailleurs philosophes. Parce qu'à l'époque, il y a quand même pas mal d'intellectuels qui sont aussi polymathes. Les mages, comme on a déjà vu avec toi, ils désignent des prêtres de zoroastrisme dans l'empire perse achéménide. Et donc, les Chaldéens, ils sont porteurs de connaissances de l'astrologie. Les mages, ils sont des prêtres perses porteurs de connaissances spirituelles, ésotériques et magiques, mais qui étaient des connaissances en fait qui étaient ignorées par d'autres personnes dans la Rome antique. Et en fait, ils se trouvent souvent mentionnés ensemble dans ces décisions d'expulsion. Peut-être c'était pour souligner leur origine étrangère à Rome. D'après Yann Rivière, qui est directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, certains textes renvoient les Chaldéens et des mages au monde perse, c'est-à-dire l'ennemi auquel les Romains n'ont cessé de disputer le contrôle de l'espace mésopotamien. Et là, on voit qu'en fait, du point de vue politique, d'une pierre deux coups, en fait. On expulse des astrologues, des mages, donc une menace pour les empereurs, et on expulse aussi des étrangers dont on ne veut pas, puisque on est un peu en guerre aussi avec eux. On comprend mieux, au vu de ces épisodes historiques, pourquoi aujourd'hui, dans notre conscient collectif, on associe fortement aussi l'astrologie à la magie et on associe ces deux notions à une interdiction. D'ailleurs, c'est aussi en cette période que la lexique relative à l'astrologie, elle devient de plus en plus péjorative, ce qui est normal. On veut expulser, on veut pointer du doigt une pratique qui nous dérange, et on en profite aussi pour dénigrer cette pratique-là. Ce qu'on peut déduire, c'est que plus l'Empire allait mal, plus on craignait une attaque et plus on s'en prenait aux astrologues pour se protéger. Et puis on peut faire une autre observation qui consiste au fait que plus l'empereur lui-même était calé en astrologie, plus violente pouvait être son attitude envers les astrologues. Tel était le cas de Tibère qui en a poussé plus d'un d'astrologues du haut de la falaise. Donc une véritable folie, mais peut-être pas pour l'époque. C'était aussi le cas d'Agrippine, à qui on doit des nombreux justement procès de conspiration, parce qu'elle, obsédée, on peut le dire, par l'astrologie. Et ça, c'est compréhensible, parce que quand on connaît l'astrologie, quand on s'y connaît, on se rend plus compte aussi de la puissance de cette connaissance, et du pouvoir qu'elle peut représenter. Et donc, c'est tout naturel qu'on a envie d'en éliminer des initiés. Certains sceptiques aujourd'hui, ils ignorent la plupart du temps totalement la présence et le rôle des astrologues dans l'histoire antique, et quand bien même ils le découvrent, ils ont plutôt tendance de croire qu'il s'agissait d'une bande de malhonnêtes spéculant sur la pauvre instruction des gens de l'époque, sur leur manque de connaissances, sur leur superstition. Mais en réalité, ça, c'est plutôt le danger de notre époque que celui de l'Antiquité. Déjà, au-delà de nombreuses sources attestées qui prouvent le contraire, réfléchissons quand même ensemble une minute et posons-nous une question simple. Les hommes les plus puissants de l'Antiquité auraient-ils vraiment déployé autant d'énergie? Auraient-ils fait autant d'efforts pour se protéger des effets d'une pseudo-science très douteuse et très incertaine quant à sa pertinence? Se serait-il donné autant de mal pour lutter contre les astrologues tout en gardant les meilleurs astrologues près d'eux? Il est important de, une fois de plus, souligner ça, comme il ressort de nombreux textes de l'histoire dans la Rome antique, ce n'est pas la nature même de la pratique astrologique qui est condamnée à Rome, mais c'est l'intention qui en motive la demande. C'est la destination possible des informations auxquelles elle permettait l'accès. Et ça nous renseigne plutôt sur la puissance de cette connaissance. Au cours de l'Antiquité, on a peut-être tendance à l'oublier un peu, la société elle est quand même globalement bien instruite. Il y a beaucoup d'intellectuels, c'est même la connaissance très fine des philosophes sur les apports desquels on s'appuie aujourd'hui. Il ne faut pas croire que c'était des gens qui étaient mal instruits, superstitieux et qui se servaient de l'astrologie par manque de connaissances scientifiques. Non, c'est en fait la puissance de la connaissance de l'astrologie, elle était bien connue et il était impossible à l'époque de persuader les intellectuels du contraire. Chose faite de nos jours. Et donc le pouvoir, il n'avait pas d'autre solution que l'interdiction, que l'expulsion et la mise à mort des astrologues. C'était le seul moyen dont ils pouvaient vraiment se protéger contre cette puissance. Sous l'Empire romain, comme tu peux le voir, l'astrologie et les astrologues,
ils avaient été mis à la rude épreuve de se retrouver face au pouvoir. Et ça pose une question éthique très importante de la pratique de l'astrologie, c'est le rapport de l'astrologie au pouvoir. Ces épisodes, ils n'étaient pas que connus par la Rome antique. Ces épisodes de l'astrologie face au pouvoir, ils se reproduiront plus tard aussi dans l'histoire, notamment dans l'histoire de certaines monarchies européennes, dans l'histoire de pouvoirs religieux et même sous le régime nazi d'Hitler. Donc si nous soulevons ces questions, c'est bien sûr aussi d'enrichir notre culture générale, ça je pense que c'est toujours chouette de le faire, mais c'est aussi pour en tirer des leçons de ces épisodes, parce qu'on sait que l'histoire a tendance parfois à se répéter. Et comme disait Confucius, l'homme sage apprend de ses erreurs, mais c'est l'homme plus sage qui apprend des erreurs des autres. Un astrologue, rappelons-nous, il a quand même pour mission de répondre à la question de querrant, on dit. C'est celui qui l'interroge. C'est ça le rôle de l'astrologue. Mais face à une figure de pouvoir, il risque de payer le prix de sa vie si les réponses dérangent. On sait que si on comparait le rôle de l'astrologue au rôle de médecin, que certains médecins, sous cette même menace, devaient aussi fausser leur diagnostic, ou en tout cas donner des réponses qui ne reflétaient pas la réalité. C'est pareil pour les astrologues. Et rares étaient ceux qui ont eu le courage, à l'instar de l'Asclépios Domitien, de rester fidèles à leur art, malgré la menace de mort qui était imminente. Donc je te propose juste d'imaginer, de te mettre dans la peau de l'astrologue de l'époque. Tu es face à un homme au pouvoir illimité et tyrannique qui s'attend à ce que tu donnes une certaine réponse et qui ne veut pas du tout entendre une autre. Et s'il entend la vérité, parfois, c'est la mort pour toi. Donc je veux rendre un petit hommage symbolique à tous ces hommes courageux de l'époque de l'Antiquité romaine qui ont su rester fidèles à leur art malgré ces menaces terribles. Ce rapport de pouvoir, comme tu le devines, il a pour effet non seulement de biaiser la pratique de l'astrologie, mais il a surtout beaucoup détourné son but premier. Et ça serait peut-être pas inutile de nous rappeler que le but premier de l'astrologue, de l'astrologie, c'est de répondre dans l'esprit de sagesse à celui qui demande, qui pose les questions, pour mieux relier la vie matérielle à la vie spirituelle et retrouver l'harmonie de l'unité. On s'en éloigne au fur et à mesure des épisodes, tu l'as vu, en espace de quelques semaines, de cette idée de l'astrologie spirituelle. Alors imagine maintenant ce qu'a fait à l'astrologie son déracinement de la Mésopotamie et son voyage durant des siècles sur les terres étrangères auprès des peuples ignorant cette sagesse pour laquelle l'astrologie, elle servait. La condition de dépendance de l'astrologie, quelle qu'elle soit, c'est une condition incompatible avec la nature même de l'astrologie. Cette discipline, elle est intrinsèquement libre et l'astrologue doit rester libre en toutes circonstances. On associe l'astrologie au signe de Verseau. Et le signe de Verseau, il est porteur des valeurs, dont la France aussi, porteuse des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Donc la liberté, c'est une condition en fait première pour un exercice sain de l'astrologie. Ce n'est pas pour rien qu'initialement, dans l'histoire, les brahmanes, qu'on a déjà vu ensemble, les pontifes, dans la monarchie romaine, les pontifes qui faisaient le pont, justement, c'est de là que provient ce mot, entre les dieux et les rois, les rex, les prêtres babyloniens chargés de l'interprétation des messages du ciel, ils se trouvaient absolument tous au-dessus des rajas, au-dessus des rex et des rois. Ce n'était pas un bug hiérarchique, ce n'était pas une erreur de hiérarchie. Non, c'était une position importante qui permettait justement d'éviter la distorsion de la vérité avec le grand V. Et on le sait, pour ceux en tout cas qui ont cette ouverture spirituelle, que la distorsion de la vérité, c'est une infraction spirituelle de premier ordre. Certes, aujourd'hui, tu me diras, il n'y a plus de risque, il n'y a plus d'empereur, il n'y a quasiment plus de roi, personne n'a envie d'exercer ce pouvoir sur l'astrologie, donc c'est bon, on peut enfin revenir à la pratique saine de l'astrologie. Mais dans, on va dire, contexte de l'économie du marché, qui a pris la place du roi? C'est bien connu, c'est le client. C'est le client, il y a aujourd'hui une forte dépendance, en tout cas de certains astrologues, des clients. Et moi, personnellement, j'ai déjà vécu des situations où les clients, ils ont cherché à influencer les résultats de mes analyses, notamment pour la compatibilité en affaires, pour la présenter sous un meilleur jour, pour convaincre leur potentiel partenaire en affaires. Et donc ça peut influencer aussi le rôle d'astrologue.
Et puis cette dépendance, elle n'est pas que dépendance du client, c'est aussi une dépendance parfois de revenus. Pour essayer de vraiment vivre de l'astrologie, il y a certains qui peuvent être amenés à biaiser leur pratique pour générer plus de revenus. Et puis ça peut être aussi une dépendance du succès médiatique, quand on commence à raconter tout et n'importe quoi sur l'astrologie sur les réseaux sociaux, pour avoir plus d'abonnés, pour avoir plus de succès sur les réseaux sociaux. Ce sont des zones de danger pour la pratique de l'astrologie. Et là encore, je fais une proposition bis pour tous les astrologues de se responsabiliser vraiment dans la pratique de l'astrologie. Qu'est-ce qu'on peut retirer de cette histoire complexe de l'astrologie sous l'Empire romain ? On peut en retirer quand même une conclusion simple. En astrologie, comme en toute autre science, ce n'est pas la connaissance qui pose problème, mais c'est la manière dont on s'en sert. Et pour continuer à en cerner les subtilités d'usage, je te donne rendez-vous au prochain épisode. À très bientôt.